Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu du dernier jeu de Tom Lehmann, qui est entre autres connu pour avoir fait l'excellent Race for the Galaxy en 2006, 2007 ou 2008, je ne sais plus. C'est un jeu de cartes vraiment excellent. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo, un de ces quatre là-dessus. Bref, c'est son dernier jeu. Ça s'appelle Res Arcana, c'est jouable entre 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes par joueur. Donc allez, une quarantaine de minutes la partie, et puis jusqu'à 1 heure, voilà. Donc, par où commencer sur ce jeu? Déjà, moi je trouve que les graphismes sont vraiment très jolis, ça met bien dans l'ambiance, c'est un univers un petit peu Heroic Fantasy avec de la magie. C'est un petit peu du Magic, on va dire, en termes d'univers. La mécanique et le type de jeu, ça n'a strictement rien à voir avec Magic. Quoique, il y a quand même une notion de combinaison, de combo de cartes. On va utiliser des cartes, on va les engager. Bon, ça maintenant, il y a plein de jeux qui utilisent ça et qui pour autant ne ressemblent pas à Magic. Mais il y a quand même un peu de Magic quelque part. Il y a du Race for the Galaxy au niveau des icônes pour utiliser les cartes, vous allez le voir. Et il y a un petit peu de notion de deck building game, mais vraiment ultra minimaliste. C'est pas du Dominion où vraiment on va construire son deck en permanence. C'est pas du Hero Realms ou Star Realms où pareil, on va construire son deck à la volée. Il y a une part de construction de deck éventuellement, mais voilà. C'est un jeu qui mélange un petit peu tout ça. On va regarder le contenu de la boîte ensemble. On va regarder un petit peu comment ça se joue. J'ai lu la règle. Elle est vraiment très compréhensible. Elle est vraiment simple. Elle fait, je sais pas, 12 pages exactement. J'avais un peu peur au début. Je pensais que ça allait être vraiment compliqué, chiant et tout. Alors oui, moi, il faut savoir que je déteste lire les règles du jeu. J'adorais ça avant, mais vraiment. Et plus ça va, et plus vraiment ça me gonfle. Mais celle-ci, elle est vraiment bien faite, elle vous prend bien par la main, tout est bien détaillé, mise en place, déroulement d'une partie, les 3 phases d'un tour, les 3 phases ensuite détaillées. Voilà, là il y a une explication des pouvoirs. Enfin, franchement, c'est super bien fait, conditions de victoire, des variantes. Hop, les éléments de jeu en détail, ça vous explique vraiment dans le détail les cartes. Si vous pourriez avoir quelques questions précises, bah voilà, cette page-là vous aide. Le glossaire avec tous les termes expliqués, enfin franchement, c'est très bien fait. Là, un petit résumé des règles. Moi, j'ai lu les règles, allez, une fois et demie. Une fois vraiment bien de A à Z, une autre fois en diagonale. J'ai fait quelques tours de jeu en solo à plusieurs reprises, histoire de bien être à l'aise avec le jeu. Et là, ça y est, je pense que c'est à peu près bon. Je n'ai pas fait de vraies parties pour l'instant en conditions réelles avec des vrais joueurs. Donc je ne m'attarderai pas vraiment sur la rejouabilité, sur mon ressenti vraiment profond et détaillé du jeu, etc. Ça, j'aime pas faire ça. Je veux vraiment avoir rodé entre guillemets le jeu avant de vous en parler vraiment pleinement en profondeur. Mais voilà, je peux quand même vous en parler un petit peu. Je voulais vraiment le faire parce que c'est un jeu qui, je pense, pour moi, va arriver dans mon top des jeux de plateau, enfin des jeux de société avec cartes, comme ça. Donc des jeux comme Dominion, comme Race for the Galaxy, etc. Voilà, donc vous avez la règle du jeu, comme je viens de vous faire voir. Vous avez, alors oui, on va démarrer par ça, parce que franchement, ça c'est top. Une petite boîte compartimentée avec tous les tokens du jeu. Vous, en tant que joueur, vous allez incarner un mage au niveau de la petite histoire. Et les mages maîtrisent de la magie. Et là, vous allez avoir des essences magiques. Vous avez 5 couleurs dans le jeu. Oh oh, 5 comme Magic. Chaque essence porte un nom. Vous avez le rouge pour la vigueur, le vert pour la vie, le bleu pour la sérénité, le noir pour la mort et le jaune pour l'or. Toutes les ressources sont utilisables dans le jeu pour acheter des cartes. Il y a des ressources que vous allez générer plus ou moins facilement. L'or, c'est très dur à obtenir. La vie, sous certaines conditions, ça peut vous embêter si vous n'en avez pas.
parce que des joueurs peuvent vous faire perdre de la vie. Par exemple, ce symbole-là, c'est faire perdre de la vie. Donc voilà, le mana vert, en gros, il va vous servir à acheter des cartes, mais aussi il y a certains effets de jeu qui vont vous en faire perdre. Donc il faut quand même essayer d'avoir de la vie autre que pour acheter. Bref, on va y revenir. Donc vous avez vos 5 couleurs de mana, vous avez des petits jetons si jamais vous n'avez plus assez de jetons d'une certaine couleur. Là, il y a un petit jeton 5, vous mettez votre mana dessus et ça vous dit que vous en avez 5. Voilà, c'est si vraiment au cas où il n'y a plus assez de jetons. Mais enfin, franchement, vous avez vu, il y a largement de quoi faire. Il y a un petit couvercle qui est fourni avec la boîte pour ranger tout ça bien nickel dans la boîte, qui est toute thermoformée. Vous rangez tout, enfin vraiment nickel. Ensuite, vous avez un jeton premier joueur qui va passer de joueur en joueur. Vous avez une première ligne d'achat qui est composée de cartes qui s'appellent des lieux de puissance. Ce sont des cartes grand format. Là, vous voyez des cartes format normal. Ça, c'est des cartes grand format. En cartonné, très épaisse, c'est vraiment des grosses tuiles. Imprimées recto verso. Les lieux de puissance, c'est vraiment des lieux qu'on va pouvoir acheter avec, justement avec les essences, qui vont vous donner des points de victoire, qui vont vous procurer des effets. Il y a un prix d'achat qui diffère en fonction du lieu de puissance que vous voulez acheter. Des fois, ça vous coûte, par exemple, les catacombes de la mort, ça vous coûte 9 mana noirs. Alors, je vais dire mana noir parce que, voilà, c'est l'habitude, hein, mais celui-ci, par exemple, le manoir de corail, je vais vous faire voir les élus quand même, parce que c'est vraiment magnifique. Ça vous coûte 5 rouges, 5 verts, 5 bleus. Pareil, ça vous file des points de victoire, des effets. Repère des dragons, bram, 4x3, 12 mana répartis entre ces 4 couleurs. Si, comme d'habitude, point de victoire, effet. Vous avez le bosquet sacré, 8 mana verts, 4 bleus. Pareil, point de victoire, effet. Et vous avez forge maudite, 6 rouges, 3 noirs, comme d'habitude. Point de victoire, effet. Tous ces lieux de puissance sont imprimés recto verso. Rebelote, vous avez des autres cartes au verso, donc le récif des naufrageurs, le puits sacrificiel, le bestiaire du sorcier, la tour de l'alchimiste et la mine des nains. Vous avez un petit symbole ici qui vous indique un petit peu le niveau des lieux de puissance. Il nous préconise dans la règle de commencer avec la face feu, ou la face soleil, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais on s'en fiche. Donc voilà, mais une fois que vous aurez maîtrisé le jeu, vous faites une installation ici complètement aléatoire. Vous pouvez avoir des faces bleues, des faces oranges, du coup vous pouvez avoir plusieurs combinaisons de plateaux différentes. Juste en dessous, vous avez des objets magiques que les joueurs vont pouvoir récupérer à chaque tour. Les objets vous procurent des effets. Là, il s'est imprimé que au recto, il n'y a que ceux-là, ils sont constamment constants pour toutes les parties, constamment constants, c'est pas très français. Ils sont constamment là, peu importe les parties que vous ferez. Ensuite, vous avez un deck avec une douzaine de cartes, ce sont des monuments. Les monuments, on va pouvoir les acheter au même titre que les lieux de puissance, sauf que là, on va les acheter avec de l'or. Et ils coûtent tous 4 or. Vous avez le temple. Alors pareil, les monuments, c'est un peu comme des lieux de puissance, sauf qu'ils s'achètent avec de l'or. Mais c'est pareil dans le sens où ils vont vous filer des points de victoire et des effets. Vous avez le temple, l'obélisque, les grandes pyramides, le mausolée, le colosse, la bibliothèque, statue sacrée, mine de Salomon, oracle et jardin suspendu. Ce qu'on fait, c'est qu'on mélange le deck. Alors mes cartes ne sont pas slivées, mais naturellement elles vont l'être. Vous mélangez le deck, hop, vous en révélez 2, et les 2 révélés, ce sont les cartes qui peuvent être achetées à la fois dans un tour d'un joueur. Quand vous achetez un monument, il arrive chez vous, vous le gagnez, il est en jeu de votre côté et il restera de votre côté ad vitam aeternam. Vous remplacez la carte que vous venez d'acheter et un nouveau lieu devient achetable. Si les 2 lieux révélés ne vous plaisent pas, vous pouvez acheter le premier, enfin je dis lieu, c'est monument, pardon. Vous pouvez acheter le premier monument du deck sans le voir, il vous coûte 4 or au même titre que les autres. Donc voilà, vous pouvez acheter à l'aveuglette si vous le désirez. Au niveau du plateau, c'est tout. Donc on va avoir un plateau semi-fixe, semi-aléatoire. Ce qui va être semi-aléatoire, c'est les faces des lieux de puissance et les 2 monuments révélés. Ça va être fixe, les objets.
Et vous allez voir que c'est super intéressant qu'ils soient fixes et qu'ils puissent être changés. En fait, ils vont changer à chaque tour entre les joueurs. Donc ça, c'est assez intéressant. On a des petites cartes de rappel, une carte par joueur, une face qui explique tous les logos. Vous allez voir que sur les cartes, ça peut faire peur les effets, parce qu'il n'y a quasiment rien d'écrit, c'est que des logos. Donc au début, on a un peu peur. Là, vous voyez tout ça. Vous dites, oh là là, est-ce que je vais comprendre? Et en fait, les logos sont super bien faits. Et une fois que vous avez lu ça, et que vous avez fait 2-3 tours, vous commencez à avoir votre automatisme des logos. Et c'est super bien. Et franchement, on gagne du temps du coup à comprendre les cartes après coup. Ça, c'est vraiment très très bien. Vous avez une petite carte hyper cartonnée, hyper épaisse, une grosse tuile qui vous indique la mise en place, un petit résumé, et qui vous rappelle les phases du jeu. Donc une fois que vous avez lu l'arrêt, qui n'est pas très compliqué, tout est résumé là. C'est super. Vous avez un deck avec des mages. C'est les personnages qu'on va incarner en tant que joueur. Vous avez l'alchimiste, la sorcière, le guérisseur, le duelliste, la voyante, l'érudit, l'artificier, la druidesse, la nécromancienne et la transmutatrice. On va mélanger le deck, on va enfiler 2 à chaque joueur et le reste on l'écarte, on ne s'en servira pas. Donc là je vais faire une installation comme si, pour moi tout seul. Après le jeu ne se joue pas en solo, hein. Mais voilà, c'est juste pour les commodités de la vidéo. Ensuite on a des cartes, ça va être les cartes artefacts, c'est vraiment les cartes entre guillemets principales du jeu. C'est celles qui vont composer notre deck et on va piocher dedans, on les aura dans la main. C'est les cartes vraiment qu'on va jouer, c'est le moteur principal du jeu. Il y a tout un tas de cartes, bon je ne sais pas combien il y en a. Vous en avez d'autres ici que je n'ai pas mis dans le deck parce que elles ont une petite valeur ici. C'est ce qui est préconisé dans la règle pour votre première partie. Il y a les cartes du joueur 1, les cartes du joueur 2, 3 et 4. Une fois que vous savez jouer, toutes ces cartes-là, elles réintègrent le deck et on ne fait plus de distinction. Et donc en gros ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous savez jouer, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Ça fait votre deck, vous en piochez 3, votre main de départ et votre deck. Et là vous êtes prêt à jouer. Et vous n'allez jouer qu'avec ces 8 cartes tout au long de la partie. C'est juste un truc de malade. C'est en ce sens où ça peut se rapprocher un petit peu d'un deck building game, parce qu'on va piocher des cartes de son deck, on va les jouer. Dès qu'il n'y a plus de deck, on remélange ça des fausses, ça fait un deck. Donc ça va se mettre à tourner. Sauf que son deck, on ne va pas l'améliorer. C'est là où les objets vont avoir une importance, c'est qu'à chaque tour, vous allez avoir un objet qui va différer et vous allez pouvoir vous adapter comme ça en draftant, entre guillemets. Vous allez pouvoir vous adapter à la stratégie des autres, à la situation dans un tour donné, en prenant un objet qui va être favorable sur un tour, plus qu'un autre, etc. Mais ça ne va pas se faire via votre deck directement. Ça, c'est très bizarre et j'ai vraiment hâte de jouer pour vraiment voir comment ça va tourner. Donc voilà, là on a les cartes, donc moi je suis le joueur 1, donc j'ai mes 3 cartes de la main de départ. Ensuite le reste, les autres cartes, on les mélange, on en pioche 5, 3, 4, 5, et ça fait mon deck. Donc ça c'est juste pour la partie d'initiation, hein. Après, comme je vous l'ai dit, je le répète, vous piocherez 8 cartes et c'est réglé. Il y a même un mode qui, je pense, est le plus intéressant, il faudra jouer que comme ça à terme, c'est un mode draft. Vous prenez 4 cartes, tous les joueurs prennent 4 cartes, on regarde les cartes, on se laisse quelques secondes, on en draft une qui va composer notre futur deck. On file les cartes restantes au joueur à gauche, on récupère les cartes à droite, rebelote quelques secondes, on draft une nouvelle carte. Dès qu'on a tout drafté, qu'on a 4 cartes devant soi, on se fait un deuxième tour de draft avec 4 nouvelles cartes. Et au final, on aura un deck de 8 cartes qu'on vient de drafter. Et là, ça va être un truc de ouf, je pense. Une fois qu'on a son deck en scellé, en draft ou en composition semi-fixe, on va enfin pouvoir regarder les 2 mages qui nous ont été distribués en début de partie. Alors je ne sais plus s'ils préconisent un mode draft pour les mages, mais en soi ça peut très bien être fait également.
Et là, vous allez choisir celui que vous préférez ou celui qui va le mieux coller au deck que vous venez d'avoir ou au deck que vous venez de drafter. Donc, l'air de rien, il y a un peu une simili-construction quand même qui peut se faire via le draft et via la stabilisation du deck avec votre héros. Et là, globalement, ça va être les capacités des héros qui vont être le plus important dans l'histoire. Allez, on s'en fout, on va prendre le duelliste ou la voyante, j'en sais rien. Bon, allez, le duelliste. Donc voilà, j'ai ma main, j'ai mon deck, j'ai mon mage, et je commence la partie avec un essence de chaque couleur. Et là, je suis paré pour commencer à jouer. Alors ensuite, concrètement, comment ça se passe pour le jeu? Alors, j'aimerais bien vous montrer en gros plan, en zoomant, mais après, il n'y a plus la vision de la table, donc bon, c'est toujours un peu compliqué de filmer. Alors, au niveau des phases de jeu, ça se fait en 3 phases. On a une phase de collecte des ressources, puis une phase d'action, puis en fin de tour, un contrôle des points de victoire. Dans la phase de collecte, on va regarder ces cartes, toutes les cartes qu'on a posées devant soi, donc c'est des cartes qu'on a soit achetées, soit piochées, puis jouées. À chaque fois qu'il y a le symbole de la petite main, je ne sais pas si vous le voyez, hop, je vais essayer de zoomer au mieux, voilà. Ce petit symbole-là, c'est le symbole de la phase de collecte. C'est logique, c'est la petite main qui va se servir. En phase de collecte, par exemple, le duelliste me donne un mana rouge. Alors désolé, hein, j'utilise le terme mana rouge. Hein. Mais on peut très bien avoir d'autres cartes en jeu, comme la carte vie mort, qui, celle-ci, vous donnera soit un mana noir, soit un mana vert. La carte, l'objet, sérénité vigueur, vous donne soit une sérénité, soit une vigueur, un mana bleu ou rouge. Donc voilà, vous allez avoir des cartes comme ça qui vont remplir votre stock d'essence. Il y a aussi des cartes qui vont avoir des essences sur elles grâce à l'effet de certains effets de jeu. Et vous pouvez, pendant la phase de collecte, prendre les ressources qui auront été stockées sur une carte durant les tours ultérieurs. Par exemple, le duelliste, c'est très bien, c'est un bon exemple parce que il a les deux effets. Alors, la mise au point, je suis vraiment désolé, c'est toujours compliqué. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer en même temps l'effet de la carte. Ce symbole-là, ça veut dire qu'on utilise la carte, qu'on l'engage. Hop. Bon, vous voyez, c'est assez logique. Hein. Ce symbole-là, le symbole noir, là, c'est un mana noir. Le symbole est le même. La petite croix rouge, ça veut dire qu'on utilise un mana noir. Donc, on engage la carte, on dépense un mana noir, et on va poser un or sur cette carte. Ce symbole-là, ça veut dire cette carte. Donc, on dépense un noir, et on va placer un or de la réserve dessus. En gros, on fait de l'alchimie, quoi. Donc voilà, cette carte-là, par exemple, si on l'avait utilisée à des tours précédents, il y aurait donc un or dessus et on peut, à la phase de collecte, en plus de gagner les ressources collectées naturellement, avec le symbole de la petite main, on peut prendre les essences qui ont été stockées au préalable. Quand vous décidez de prendre les manas stockés au préalable, vous êtes obligé de tout prendre. Ce n'est pas une partie, c'est vraiment tout de chez tout. Bon voilà, ça c'est la phase de collecte. Ensuite, vous avez une phase d'action où en gros vous pouvez tout faire. Vous pouvez donc utiliser les actions des cartes. Par exemple, celle-ci, c'était une action. Hop. Quand vous faites une action, vous passez la main au joueur à votre gauche, qui lui fera une action. Ensuite, encore au joueur à gauche. Ensuite, ça revient à vous, si on est 3, par exemple. Vous, si vous avez encore des actions à faire, vous rejouez, et puis ainsi de suite. Les actions, donc, c'est utiliser une carte, c'est jouer une carte. Pour jouer une carte, il faut payer le coût indiqué en haut à gauche de celle-ci. Par exemple, la main de gloire me coûte un vert, un noir, je la pose en jeu. Et par exemple, son effet, c'est je l'engage, je gagne 2 manas noirs, et par contre, chaque rival gagne un mana noir. Voilà, ça permet d'équilibrer la carte. Globalement, les effets des cartes, ça va beaucoup tourner autour de la collecte de ressources.
de la transformation de ressources, de faire du X pour 1. Je dépense 2 pour en gagner 3, je dépense 1 pour en gagner 2. Des fois, j'en dépense 2 pour en gagner 1, mais ça va être de l'or. Enfin, voilà. Ça tourne énormément autour de la gestion des essences. Par exemple, celle-ci, je peux jouer source élémentaire, ça me coûte le prix indiqué ici. En phase de collecte, alors ça, c'est super. Vous allez gagner un bleu, un vert, un rouge. Et elle a un effet, c'est une réaction. Quand on vous fait perdre de la vie, donc quand on vous fait perdre un mana vert, vous pouvez utiliser cet effet-là. Vous voyez, réagir à de la perte de vie. Vous payez un bleu et vous ignorez la perte de vie. Donc ça, c'est plutôt un effet sympathique. Il y a un truc qui se passe quand on vous fait perdre de la vie, mais que vous ne pouvez pas ignorer. C'est, alors là, je vous avoue, je ne sais plus. Je crois qu'on perd un or pour chaque vie qu'on ne peut pas perdre ou un truc comme ça. Enfin, il se passe un truc d'assez assez pas cool. Est-ce que c'est indiqué là-dessus? Non. Bref, en tout cas, du mana vert, la vie, si vous pouvez en stocker un petit peu plus que nécessaire, même si vous n'en avez pas réellement besoin pour jouer vos cartes ou pour les utiliser, essayez d'en stacker au moins un ou deux pour pouvoir pallier aux effets de perte de vie qui sont assez dévastateurs. Ou alors, si vous avez un effet comme celui-là de prévention de perte de vie, en utilisant une autre couleur de mana, bon bah voilà, vous n'avez pas besoin. Alors, donc, à votre tour, dans la phase d'action, vous pouvez utiliser une carte, jouer une carte, vous pouvez acheter un lieu de puissance, vous pouvez acheter un monument. Les lieux de puissance ou les monuments, quand vous les achetez, ils atterrissent devant vous, ça vient compléter les cartes que vous pouvez utiliser à votre tour. Et vous pouvez même les utiliser de suite. Donc vous pouvez faire une action, vous achetez ce monument, vous passez la main, c'est à l'autre, ça revient à vous, vous pouvez utiliser de nouveau. Voilà, vous pouvez tout faire. Ça, c'est la phase d'action. Je vérifie si je n'en ai pas oublié. Placer un artefact, obtenir un monument ou un lieu de puissance, utiliser un pouvoir. Oui, ok, il y a aussi un truc très important, c'est de la défausse de cartes. Vous pouvez, pour une action, vous défausser d'une carte, et à ce moment-là, vous avez deux choix possibles. C'est soit vous gagnez, alors qu'est-ce qu'il fout là le noir? Soit vous gagnez un or que vous stackez dans votre réserve, ou alors vous gagnez deux ressources de n'importe quelle couleur. Hop, bah là écoutez, c'est ce que je fais. Deux ressources. Donc les cartes, elles vont avoir, allez, globalement 3 utilisations. Les jouer, les défausser pour un or ou les défausser pour 2 ressources. Et c'est là où le jeu il est vraiment à mi-chemin entre les 3 types de jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça ressemble à du Magic parce qu'il y a les 5 couleurs de mana, parce qu'on achète avec du mana, parce que l'univers peut faire penser, etc. Ça ressemble à du Race for the Galaxy parce que clairement les icônes, les ressources, les machins, ça fait clairement penser à Race. Et ça ressemble à du deck building game parce que même si votre deck va rester fixe durant toute la partie, vous pouvez utiliser les cartes pour acheter d'autres cartes. Et finalement, ce que vous construisez, c'est pas un deck, c'est un plateau. Donc oui, c'est pas un deck building game dans le sens où vous construisez un jeu que vous déroulez. Mais malgré tout, il y a quand même une rotation de votre deck. C'est vraiment bizarre. Il est très très particulier ce jeu-là. Ça, c'était la dernière vraie action que vous pouviez faire durant votre tour. Et ensuite, quand vous ne voulez plus jouer ou que vous ne pouvez plus jouer, parce que tout est engagé, parce que vous n'avez plus de thunes, parce que j'en sais rien, vous pouvez passer. Après avoir passé, ah non, il y a un truc que je n'ai pas expliqué, pardon. Dans le setup, au début de l'installation du jeu, il y a un joueur qui est déterminé premier joueur au hasard. Ensuite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant par le dernier joueur, chaque joueur choisit un objet qu'il place devant lui. Donc le joueur 3, qui est le dernier joueur, en prend un. Le joueur 2 en prend un. Donc vas-y, on va distribuer ça au joueur 3, au joueur 2. Moi, le joueur 1, j'en prends un. Voilà, on s'en fiche. Je fais mon tour comme je vous l'ai expliqué. Le premier joueur qui passe devient le premier joueur pour le tour d'après. Ça procure le jeton
un point de victoire. Donc c'est toujours ça de bon à prendre. Et donc seulement le premier joueur qui passe devient le premier joueur. Ensuite, tous les autres joueurs qui passeront, voilà, ils passeront et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe? On va remettre l'objet qu'on avait pris au tour précédent au milieu du plateau et on va en reprendre un autre de disponible. C'est là où ça devient très intéressant parce qu'on va pouvoir adapter sa stratégie de tour en tour en fonction des actions qui seront disponibles. Et en gros, ça, c'est comme si c'était des actions de base du jeu, mais qui ne sont pas toujours accessibles. Enfin, vraiment, c'est très très bien. Donc, vous remettez votre objet, vous en reprenez un autre, et ensuite, vous piochez une carte. Et voilà, en gros, comment votre deck va tourner petit à petit. Votre deck, il fait 5 cartes, hein, vu que vous piochez 3 cartes au début, donc ça tourne très très vite. Hein. Et votre deck fera toujours 8 cartes. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Bah écoutez, voilà. Ensuite, il y a une phase d'après qui est une phase de contrôle de points de victoire, où on vérifie s'il y a un joueur qui a atteint 10 points de victoire ou non. C'est tout. Les points de victoire, je le rappelle, donc il y a le jeton premier joueur, il y a les monuments qui filent des points de victoire, il y a les lieux de puissance qui filent des points de victoire, et le premier à 10 a gagné. Il y a des cartes qui donnent des points de victoire modulés. Les points de victoire modulés vont être en fonction de certaines conditions. Par exemple, celle-ci, les catacombes de la mort, vont donner un point de victoire par ressource noire sur cette carte. Donc vous allez stacker des ressources noires sur cette carte. Celle-ci, par exemple, je peux vous l'expliquer. En phase de collecte, vous gagnez un mana noir. Vous dépensez 5 ressources noires pour placer une ressource de manière définitive sur celle-ci. Voilà comment vous pouvez la charger pour gagner des points de victoire. Et vous pouvez l'engager pour placer une ressource sur cette carte. Donc voilà, après il y a plusieurs conditions. Voilà, cette carte-là qui va avoir elle aussi des cartes, par exemple, hop, on va la regarder, c'est plus simple. Elle vous file 2 points de victoire et ensuite elle va vous filer 1 point de victoire par ressource verte sur cette carte. Celle-ci, 1 point de victoire et 1 point de victoire par or sur cette carte. Donc voilà, et du coup, quand vous allez, en fonction du héros, de votre deck de départ, vous allez vous orienter plus vers un lieu qui requiert du mana noir, du mana vert, de l'hybride, du feu, du machin. Vous avez quand même une petite construction qui va se mettre en place. Les monuments, c'est exactement pareil, hein, comme je vous l'ai dit, un point de victoire. Et là, réagir à un contrôle de victoire, on l'engage, on dépense 3 ors, et on va gagner plus 3 points de victoire. Ah ouais, c'est bien ça. Après, les effets des cartes, après, voilà, hein, c'est là où aussi ça se rapproche de Magic ou Dominion, ou tous les autres jeux un peu comme ça, c'est qu'il faut lire les cartes pour savoir ce qu'elles font. On l'engage, on va gagner 3 ressources noires et chaque rival gagne une ressource noire. On va détruire cette carte pour gagner 2 ors plus 1 feu. Ah ouais! Celle-ci, ça fait quoi? On va l'engager, on va perdre un mana vert, on va placer 3 ressources noires sur cette carte. Ensuite, elle a un autre effet, donc c'est l'un ou l'autre pour une action. On détruit cette carte, on défausse une de nos cartes et on va gagner son coût en mana en n'importe quelle ressource, sauf or. Vous voyez là, j'arrive à lire la carte alors qu'il n'y a rien d'écrit. Juste quand on connaît les icônes, c'est assez simple. Donc cette icône-là, ça correspond au prix d'une carte. Par exemple, celle-ci, ça vaut 2. Celle-ci, ça vaut 2 plus 1, 3. Donc en gros, dans cette case-là, il faut regarder le coût de la carte qu'on vient de défausser. Donc voilà. Et en gros, le jeu va consister à... Alors, quand vous avez un deck totalement random, vous essayez de profiter du mieux possible du deck que vous venez d'obtenir. Donc des fois, vous allez défausser une carte pour gagner des ressources ou un or et utiliser votre mage ou utiliser un autre truc parce que c'est plus rentable. Si vous avez construit votre deck en draftant, là, vous avez déjà une stratégie un petit peu plus ciblée qui va peut-être se compléter avec votre mage ou avec des lieux de puissance ou des objets, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, c'est un jeu où on va devoir faire le plus grand nombre d'effets en une action possible. On va éventuellement essayer de générer des effets en cascade, de comboter,
de faire une action qui va faire un truc qui, à l'action d'après, nous permettra de faire autre chose. On aura gagné une ressource qu'on va utiliser sur une autre carte, qu'on va convertir, qu'on va acheter, qu'on va placer. Voilà, c'est un jeu de conversion de ressources, de gain de ressources, d'optimisation d'actions. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, le jeu est extrêmement simple au final à apprendre. Il est vraiment épuré. Et malgré tout, quand vous commencez à jouer, vous avez tellement de possibilités. Non, c'est vraiment très 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 bien. Alors je dis ça, comme je vous le disais, j'ai pas encore fait ma vraie première partie contre un adversaire. Donc j'ai hâte parce que, ouais, vraiment, je pense que ce jeu-là, ça va être un truc de malade mental. Allez, sur ce, je vous laisse. Si vous voulez en voir plus sur Res Arcana, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire une vidéo après quelques parties. J'espère que j'aurai le temps pour vous dire vraiment ce que j'en pense au niveau rejouabilité, profondeur de jeu, etc. Et pourquoi pas, j'essaierai de vous filmer une partie, mais bon, ça c'est pas gagné quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut tout le monde!